Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité renouvelée au programme de Télé-Hémicycle. Bienvenue sur Entre parlementaires. Le projet de loi de finances gestion 2024 a reçu l'onction de l'Assemblée nationale. Le 8 décembre 2023, ce projet, passé au vote, a été adopté par 82 voix pour, 27 contre. Mais l'examen en plénière n'a été que l'aboutissement d'un processus qui, pendant des semaines, a vu défiler à l'Assemblée nationale acteurs de la société civile, présidents d'institutions de la République et les ministres du gouvernement. Ligne après ligne, le projet de budget de chaque institution, de chaque ministère, a été passé au peigne fin. Je dirais un travail méticuleux donc. Mais cela valait-il la peine pour autant de s'y consacrer? Examiner la loi de finances, quels en sont les enjeux pour la représentation nationale? Le jeu vaut-il la chandelle? Surtout quand on sait que même si l'Assemblée nationale en arrivait à rejeter ce projet de loi, il suffira au président de la République de prendre une ordonnance pour l'exécuter. Quand on le sait, ce qu'on ne peut pas dire qu'au final, examiner la loi de finances n'est qu'une formalité dont le caractère indispensable peut être relativisé. Je reçois un plateau pour en parler les députés, pour ne pas dire, les trois groupes parlementaires qui composent l'Assemblée nationale 9e législature, représentée par un député par groupe parlementaire. J'ai sur ce plateau l'honorable Koumangbe Afide, d'Oji Koko Original. Bonjour, honorable Koumangbe Afide. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est mon devoir. Avec vous sur ce plateau, l'honorable Wassa Gari, Biosika Abdel Kamel. Bonjour, honorable Wassa Gari. Bonjour, monsieur le journaliste. Député de la démocrate, je n'ai pas précisé que l'honorable Koumangbe Afide est député du groupe parlementaire Union progressiste, du parti Union progressiste, le renouveau, il faut l'ajouter. L'honorable Wassa Gari, vous êtes député du parti Les Démocrates. Je suis député du parti Les Démocrates et membre du groupe parlementaire Les Démocrates. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. À vos côtés, mesdames, messieurs, aux côtés de l'honorable Wassa Gari, l'honorable Soso Kazimi. Bonjour, honorable Soso. Bonjour, monsieur Diasso. Merci d'avoir accepté de faire cet exercice avec nous. C'est un devoir républicain. À l'entame de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons chercher à comprendre ce que c'est que la loi de finances. J'ai, sur ce plateau, je parlais de l'honorable Koumangbe Afide, qui plus est rapporteur de la commission des finances et des échanges. L'honorable Koumangbe Afide, est-ce que vous pouvez aider nos téléspectateurs à comprendre, quand on dit loi de finances, ce dont on parle? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, la loi de finances est une loi. C'est une loi qui prévoit et autorise les ressources et les charges de l'État pour une année donnée. Ça signifie quoi? Ça signifie que aucune recette ne peut être recouvrée si elle n'a été prévue et autorisée par cette loi. Et de la même manière, aucune dépense ne peut être exécutée si elle n'a été au préalable prévue et autorisée par la loi de finances. La loi de finances, nous l'appelons vulgairement griffe budget de l'État. Est-ce que vous voyez? Et je vais ajouter qu'il y a un certain nombre de principes et de règles qui entourent cette loi depuis son élaboration jusqu'à son exécution, même au-delà de son exécution. Je vous rappelle qu'hier seulement, nous avons voté la loi de règlement définitif pour la gestion de 2021. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça rentre également dans le cadre de l'exécution de la loi de finances. Donc, vous savez, les ressources dont nous disposons sont très limitées, alors que nos besoins sont illimités. Je ne sais pas si vous voyez un peu le schéma. Nous sommes dans un contexte où les ressources sont très petites et où les besoins sont énormes, les charges sont énormes. Donc, la loi de finances permet d'opérer des choix stratégiques, de choisir quelles sont les dépenses auxquelles
les allocations devront être faites. Et ceci s'inscrit bien sûr dans le cadre de développement global que notre pays a retenu. Ça signifie quoi? Ça signifie que les ressources étant faibles, étant limitées, tous les besoins ne pourront pas être couverts. Est-ce que vous voyez? Tous les besoins ne pourront pas être couverts. À partir de ce moment, il est question de choisir les besoins prioritaires, ceci en fonction d'un certain nombre de documents, dont le PAG par exemple, il y a la vision à l'AFIA 2025, il y a les différentes stratégies de croissance de notre pays. Donc c'est dans ce cadre que s'insère la loi de finances. Donc voilà ce que je peux dire. Voilà cette clarification conceptuelle faite. Je vais quand même demander à l'honorable Sagari, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à préciser? Parce que là-dessus, c'est sûr qu'il n'y aura pas de contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Seulement que en français facile, comme aime le dit une de mes collègues, Chanou, la loi de finances, on peut aussi dire que tout simplement que c'est un test juridique qui retrace et autorise le prélèvement de l'impôt, les ressources et les charges de l'État. Et que toute la politique du gouvernement pour l'année N+1, l'année d'exécution de cette loi, doit se faire en respectant tout ce qui a été prévu dans la loi de finances. Que les taxes ne peuvent avoir de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts si ce n'est pas prévu dans la loi de finances. C'est ce que j'ai ajouté. Alors, M. Soukazmi, je suppose que vos collègues ont vidé le sujet. À moins que vous ayez un mot à placer à propos de ce que c'est que la loi de finances pour nos téléspectateurs. Oh, merci beaucoup. Je vais compléter juste en disant que c'est une prérogative constitutionnelle dévolue à la représentation nationale. C'est-à-dire que dans le système béninois, où on a choisi le régime présidentiel, l'Assemblée nationale est une institution de contre-pouvoir qui examine ce que prévoit de faire l'exécutif et donne son autorisation pour que ça soit fait. Et après, le mécanisme constitutionnel permet de contrôler l'action du gouvernement pour voir, à travers la loi du règlement, comme le disait l'honorable Réginald. Donc, il y a, disons, un contrôle a priori. C'est ça le budget ou la loi de finances, c'est le contrôle a priori où l'exécutif expose à la représentation nationale son ambition, ses vœux pour l'année. Et la représentation nationale examine, étant donné que les députés sont venus de partout, voir si ces besoins chiffrés de l'État, de l'exécutif, cadrent ou concordent avec les besoins des populations que les députés sont censés représenter. Après quoi, cette autorisation est accordée à l'exécutif. Voilà un peu. Madame Soso, dites-nous, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été de façon particulière utile pendant cette étude, pendant cet examen du projet de loi de finances? Je dirais très utile. Pas simplement utile, je dirais très utile. Les députés ont été très utiles pour l'étude. Dommage que... Plus utile que d'ordinaire, parce qu'on sait que l'utilité est prouvée, hein, c'est votre rôle de voter des lois. Donc quand chaque fois il y a un projet, une proposition de loi sur votre table, c'est que les députés, dans leur ensemble, leur utilité n'est pas à démontrer. Mais pour ce qui concerne la loi de finances, qu'on dit être une loi particulière, est-ce que plus que d'ordinaire, vous vous êtes senti très utile? Vous aviez dit utile, c'est moi qui ai dit très utile. Parce que quand le projet est arrivé, les députés, sans les députés, le gouvernement n'aurait pas apprécié tous les aspects. Quand eux, ils ont fini de pondre leur projet,
de penser leur vision pour le Bénin en 2024, la représentation nationale apporte le regard un peu contradictoire pour observer ce que l'exécutif a prévu pour voir. Est-ce que effectivement c'est bon pour le peuple béninois? Et c'est là qu'interviennent les réajustements au cours des travaux en commission, qui sont malheureusement pas visibles. Les travaux en commission ne sont pas malheureusement visibles ou connus du grand peuple. C'est là où se mènent les débats les plus pertinents. Je dirais pertinents parce que là-bas, au sein des commissions, il n'y a pas eu de couleur politique. Il n'y a pas eu de couleur politique, il s'est agi du développement du Bénin. Et donc, c'est plus qu'utile. Et vous verrez que plus loin, il y a eu 38, je pense, amendements des députés. Et sur les 38 amendements, le gouvernement a cédé. Qu'est-ce que vous appelez amendement? Le contre-regard de la représentation nationale. Un exemple pour amener les téléspectateurs à comprendre ce qu'on entend par amendement. Le gouvernement prévoit par exemple d'exonérer l'impôt par rapport aux bouteilles de gaz domestiques que nous utilisons parce que chacun en a chez lui. Et la représentation nationale apporte l'amendement qu'il faut l'étendre, cette exonération, au-delà de bouteilles de gaz. Il faut que ça atteigne les accessoires. Quand le gouvernement a parlé d'exonération sur les véhicules moteurs ou sur les motos électriques, par exemple, le Parlement a amendé en disant qu'il faut l'étendre, cette exonération-là, aux pièces de rechange. Et ça, ce n'est pas des exemples fictifs que vous sortez? Non, c'est dedans, bien sûr. C'est pour ne pas donner un caractère théorique à la chose que je donne ces exemples-là, pour montrer que les amendements des députés ont porté sur des choses concrètes. Et donc, quand vous prenez le Code général des impôts, à l'intérieur de cette loi de finances, des amendements pertinents ont été effectués par les députés. Et c'est le lieu de saluer le gouvernement qui, sur l'ensemble des amendements, tout groupe parlementaire confondu. Un certain nombre. On revenait là-dessus tout à l'heure, l'honorable Soso, Ouassagari. Il n'y a pas de couleur politique pendant les travaux en commission. Il s'agissait du développement. Est-ce que l'utilité dont nous parlions en tant que député, pendant l'étude, l'examen de ce projet de loi, s'est ressentie tout bas politique confondu? Est-ce qu'au sorti de ce processus, vous vous êtes senti fier du représentant que vous êtes? Oui, je voudrais préciser que aucun député n'est contre le développement du pays. Peut-être qu'il y a des interprétations que de l'extérieur les gens voient, mais pendant les travaux budgétaires, comme l'a dit le ministre des Finances, on a senti une plus grande participation des députés cette fois-ci. Et lors des travaux, ça a été vraiment très intéressant parce que tout bord confondu, les gens ont apporté des amendements, comme l'a dit l'honorable Soussou. Les gens ont essayé de défendre plusieurs localités, pas que leur circonscription électorale, surtout que on dit tout mandat impératif est nul, comme l'article 80 de la Constitution, mais les gens ont travaillé, ont essayé de prendre tous les problèmes de l'intérieur du pays, du nord comme aussi de l'est à l'ouest, et essayer d'apporter un plus pour l'amélioration du projet de budget de l'État. Et déjà, comme on le dit, il y a eu des amendements qui ont été apportés, des souhaits que vous avez exprimés aussi. Est-ce là la particularité du fait que ce projet prenne pas devant les députés? Non, au niveau du Parti des démocrates, ça, comme tout le monde l'a constaté, il y a fait assez d'amendements pour améliorer. Et comme on le dit également que le projet de budget de l'État est l'expression chiffrée de la politique du gouvernement. Nous, en tant qu'élus, étant membres, étant vivant dans le pays,
on a essayé d'améliorer ce que le gouvernement a eu à faire pour que les populations puissent se retrouver un tant soit peu dans cette politique du gouvernement. C'est ce qui a été fait. Rahul Koumambi a fait des influences que la représentation nationale peut avoir sur un projet de loi de finances. Que pourriez-vous nous en dire? Est-ce que, en venant devant la représentation nationale, le gouvernement a des craintes? Ou plutôt se dit qu'au meilleur des cas, on va améliorer ma copie et je suis prêt à accepter, à intégrer des propositions qui seraient faites dans ce sens? Merci, monsieur le journaliste. Je vais d'abord préciser que, puisqu'il y a le mot amendement qui a utilisé un certain nombre de fois, je vais préciser que le moyen d'expression ou de manifestation des désaccords que l'on pourrait avoir lorsque l'on lit le projet de la loi de finances, c'est bien sûr l'amendement. Vous voyez. Donc, le député n'est pas là pour avaler le projet tel qu'il est amené par le gouvernement. Vous voyez. Et il a été formulé, comme l'a dit le collègue Soussou Kazmi, au total 38 amendements. Sur les 38 amendements, 23 ont reçu un avis favorable du gouvernement. Je pense que c'est important parce que nous sommes mandatés par le peuple, nous portons la voix du peuple, nous sommes les mieux placés à connaître les préoccupations majeures des populations. Et si sur 38, 23 ont reçu un écho favorable au niveau du gouvernement, soit un taux qui dépasse les 60%, je pense que ce n'est pas rien. Ça veut dire simplement que notre action pèse dans la balance. Autrement dit, la procédure d'élaboration du budget et de son vote, tel que conçu au Bénin, est assez inclusive. La procédure est assez inclusive et la voix des députés que nous sommes porte. Nos voix pèsent. Nous sommes écoutés. Donc voilà ce que je peux dire. Et quand vous parlez d'amendements, on pourrait s'attendre à ce que les amendements qui sont apportés aient des incidences financières sur le budget. Mais si, je disais tout à l'heure qu'au total, on a eu 38 amendements et que 23 amendements ont eu un écho favorable, ont reçu un avis favorable du gouvernement. Et ces amendements ayant reçu des avis favorables ne sont pas sans incidence financière et ont touché plusieurs secteurs, dont d'abord le secteur de la fiscalité. Ces amendements ont eu pour impact de modifier le code général des impôts, par exemple. Je prends un autre exemple. Il y a l'introduction des changements climatiques dans la répartition de l'apport financier de l'État aux collectivités territoriales. Désormais, on va tenir compte des changements climatiques pour allouer des dotations aux collectivités territoriales. C'est très important. Est-ce que vous voyez? Exemple, le gouvernement était dans la logique de lever l'exonération des taxes sur les motos à 4 temps, par exemple. Le gouvernement était dans la logique de lever, donc de supprimer cette exonération. Mais les amendements ont fait quand même qu'il y a eu prorogation, prolongement aujourd'hui de cette taxe-là, de cette taxe que les populations vont continuer à ne plus payer. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est pour vous dire un peu quelle est l'importance, mais quel est l'impact des amendements sur le contenu même de la loi de finances. C'est important. Oui, merci, bien fait. Honorable Sossou, s'il vous plaît, pour faire des amendements, c'est qu'on s'était déjà préparé. Est-ce à dire que la copie était déjà sur votre table, vous avez eu le temps de lire, de parcourir, de recenser ce qui pourrait constituer les désirs de ces populations-là avant d'y être, pour donc plaider pour que ce soit accepté? Oui, les amendements
sont formulés à partir du projet introduit par l'exécutif, à partir du projet introduit par le gouvernement. Et donc, les députés examinent le projet, étudient le projet et voient les besoins des populations qu'ils représentent. Et par rapport à cela, en adéquation avec la limite des ressources de l'État, fait des amendements. Il est vrai que les amendements, lorsqu'ils portent une incidence financière, il est demandé, conformément à la Constitution, que le député propose une ressource correspondante à cet amendement-là. Et c'est ça qui fait que sur 38 amendements soumis, il y a 23 acceptés, comme vient de le dire le rapporteur général, mais il y a d'autres où l'avis du gouvernement est réservé. Quand on dit avis réservé, je vais vous donner un exemple très concret. Tous les députés, les 109 à l'unanimité, au cours des travaux en commission, ont formulé un amendement de reverser tous les enseignants, tous les aspirants au métier d'enseignant AME. Tous les AME. Parce que le gouvernement, dans son projet, a mis reversement de 1500 AME du primaire, 1500 AME du secondaire. Et donc, les députés ont dit, bon, les AME, ils sont des Béninois comme nous tous, et leur intégration dans le corps des fonctionnaires de l'État aiderait à supprimer la précarité de leur carrière, améliorer leurs conditions de vie, ce qui doit impacter naturellement le social et tout ce qui va avec. Mais le gouvernement dit avis réservé. Parce que quand les députés ont fait cet amendement, ils n'ont pas réussi à trouver d'où est-ce que l'exécutif aura la masse d'argent nécessaire pour supporter la charge correspondante. On pourrait vous répondre donc, que le gouvernement c'est depuis l'année passée que le gouvernement avait déjà promis qu'il reverserait ces enseignants-là pour cette année. Non, je pense que cette fois-ci, je disais, hein, c'est tous les députés, tous bords confondus, qui, par exemple, ont défendu cet amendement. Mais le gouvernement donne un avis réservé, c'est-à-dire que ce n'est pas rejeté, mais le gouvernement n'a pas les moyens tout de suite pour nous dire oui, avis favorable. L'avis est réservé. Au fur et à mesure que la mobilisation des ressources avancera, le gouvernement pourra accroître le nombre au-delà de ce qui est prévu ou annoncé. C'est ça l'avis réservé. Il y a d'autres questions où les amendements ont eu de réponses avis réservé pour poursuivre l'étude, pour approfondir les études sur ces amendements-là. À quel moment savez-vous si ça devient avis favorable ou pas? N'est-ce pas du diplomatiquement? Non, lorsque le gouvernement dit avis favorable, c'est que c'est intégré avant même le vote. Okay. C'est ça l'avis favorable aux amendements. Et sur les 38, le gouvernement a accédé à 23 amendements, c'est-à-dire c'est oui et c'est intégré, c'est corrigé dans le projet en même temps. Mais sur la majeure partie du reste, l'avis est réservé. Sauf deux, je pense 2 sur les 38 où c'est rejeté. Le gouvernement était très clair. Non, et il faut saluer ça de l'exécutif. Notre exécutif ne fait pas de l'hypocrisie. Ça, c'est à saluer. Quand c'est oui, ils vous disent oui. Quand c'est non, ils vous disent non. Donc, il n'y a pas de oui, mais comme on l'aurait constaté sous d'autres régimes où il y avait 3 types de votes, où vous votez oui, où vous votez non, où vous votez oui, mais... Donc, le oui, mais là... Ce ne sera peut-être pas l'avis de l'honorable Ouassagari. Vous permettez, honorable Ouassagari, à quoi veillez-vous quand vous avez devant vous, pour cet exercice que vous avez eu à faire, un projet de loi de finances, à quoi veillez-vous pour faire vos amendements, pour les amendements que vous avez eu à faire?
quels sont les leviers sur lesquels vous tablez pour dire ici on peut améliorer, ici il faut continuer l'exonération, ici par contre il faut faire d'autres réajustements? Ok, merci. Nous, en globalité, d'abord au niveau du Parti des démocrates, lorsque le projet de budget nous a été transmis, on a essayé le parti a recruté un cabinet qui a essayé de nous décortiquer ce budget. C'est vrai qu'au Parlement, on a des formations, mais on s'est dit, les formateurs qui viennent au Parlement peuvent ne pas nous dire tout ce qu'il y a dans le budget. On a pris un cabinet privé avec qui on a travaillé. Et c'est après le travail de ce cabinet qu'on a pu sortir un certain nombre d'amendements. Mais on a été confronté à une difficulté parce qu'il y a des amendements, comme l'a dit mon collègue Soussou, c'est que si vous faites cet amendement, vous devez dire au gouvernement où est-ce qu'il peut trouver les ressources par rapport à l'amendement. C'est là qu'il y avait eu un peu de hic. Mais ça ne nous a pas empêché de faire des amendements qui, je le connais, ont été, une bonne partie a été prise en compte dans les amendements. Mais ce n'est pas tous les amendements qui ont été pris en compte. Et comme ce qui a permis, avant ça, j'oubliais de le dire, c'est que nous sommes souvent, chaque week-end, en contact avec les populations pour être à l'écoute de tout ce qu'est leur priorité. Et on a tenu compte de tout ça pour faire la série d'amendements et de certaines recommandations également au gouvernement. Et c'est sur cette base que nous sommes allés poursuivre les travaux budgétaires, ministère par ministère, et après qu'on participait au vote du budget général de l'État. Pendant que vous étiez en commission, il y a eu des acteurs de la société civile, il y a eu des présidents d'institutions, il y a eu les ministres du gouvernement. À quoi bon écouter tout cela avant d'aller sur le projet? Vous savez, le député ne peut pas tout maîtriser. Il faut essayer d'écouter toutes les couches socio-professionnelles du pays pour savoir qu'est-ce qu'ils voudraient, avant qu'on puisse poser le problème au gouvernement et ensemble trouver les voies et moyens pour quand même soulager les couches socio-professionnelles de notre pays. Puis c'est eux qui contribuent à l'amélioration des ressources de l'État qui permettent à l'État de faire des réalisations et de contribuer au bien-être de nos populations. Donc il faut les écouter, savoir qu'est-ce qui les perturbe pour qu'enfin on puisse poser le problème avec le gouvernement et parfois réfléchir ensemble. Parfois les députés font des amendements et le gouvernement améliore pour permettre au moins de se retrouver dans le projet de budget. Donc c'est ça l'intérêt de rencontrer les couches socio-professionnelles, les différentes couches que vous avez citées. Et ça nous a beaucoup aidé. Ça a permis de prendre en compte leurs difficultés pour que leurs conditions soient améliorées un peu plus dans le projet de budget 2024. Honorable Koumagoué Afide, est-ce que parfois vous ne faites pas d'amendement, le gouvernement dit c'est déjà tard pour prendre ça en compte, on aurait dû procéder plus tôt? Non, je pense que la question du délai ne se pose pas. La question du délai ne se pose pas. Mais avant d'aller là, je voudrais aborder une question sensible, celle concernant les AME, qui constitue, quoi qu'on dise, une couche sensible de notre population. Vous voyez? Et là, je remercie d'abord le chef de l'État parce que c'est pas compassion à la jeunesse qui aujourd'hui subit les problèmes de chômage que cette formule d'AME a été créée. Vous voyez, c'est parce que le chef de l'État est un homme de cœur, il est un homme de bonté, qui s'est dit, bon, il faut qu'il tente quand même la pêche à sa jeunesse. Les AME, fondamentalement, sont des prestataires de services pour l'État. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas payés sur les charges de personnel. Ils sont payés comme des prestataires, tout comme le gouvernement peut acheter les services d'un consultant, par exemple, ceux-là que nous appelons généralement les prestataires intellectuels. Est-ce que vous voyez? Mais si c'était possible que tous les AME soient reversés, je pense que, connaissant le chef de l'État, lui, qui a initié cette affaire, je pense qu'il aurait fait.
On dirait qu'avant ça, qu'il y avait les vacataires. Maintenant, oui, j'en viens. Vous savez, mais à ce que nous appelons les critères de convergence. Et c'est dit ceci, que la masse salariale ne peut pas excéder 35% des recettes fiscales. Vous voyez, ceci constitue un grand frein à la mise en œuvre de la volonté du chef de l'État. D'où l'option de faire un reversement progressif. Le chef de l'État, en acceptant d'abord de les reverser, moi je remercie pour ça. Et en plus maintenant, en optant pour un reversement progressif, je lui dis encore une fois merci pour ça. Là maintenant, je pense que la seule contrainte que nous tous, nous devons travailler à lever, c'est de pouvoir augmenter le niveau de nos recettes fiscales pour que notre masse salariale, les 35%, soit assez confortable. Est-ce que ça ne fait pas partie Est-ce que ça ne fait pas partie des craintes des populations? Quand on dit loi de finances, on sait que aujourd'hui nous sommes à plus de 3 000 milliards. Il faut trouver les ressources quelque part. On perd quand on dit chaque fois qu'on augmente qu'il y a des pressions fiscales. Et vous en avez entendu parler cette fois-ci aussi. Merci beaucoup. C'est même ça l'originalité et l'expertise même du gouvernement actuel. Vous savez, nous avons touché au Code général des impôts. Nous avons touché à certaines mesures fiscales des lois de finances antérieures et ça nous donne ce que nous appelons les mesures fiscales nouvelles. Mais aucun impôt au Bénin n'a été augmenté. Pour 2024. Vous le dites, dans ce que vous avez voté, il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Pas d'augmentation d'impôts, mais les recettes fiscales iront à la hausse. Pourquoi? Parce que nous avons travaillé à l'élargissement de l'assiette fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le citoyen béninois pris individuellement ne payera pas plus d'impôts, mais ceux qui n'en payaient pas, nous allons travailler à ce que ceux-là payent. C'est ce que je dis. Donc, une fois que l'assiette est élargie, le niveau des impôts constant, les recettes fiscales iront à la hausse. Et comme ça, les 35% qui constituent la masse salariale autorisée par l'UEMOA sera assez consistante, assez confortable comme masse salariale pour pouvoir nous permettre de reverser de façon significative les AME. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Pour dire que le gouvernement lui-même a des contraintes. Le gouvernement n'est pas libre de faire des finances du pays ce qu'il veut, comme certains le croient. Non. En plusieurs domaines, il y a des balises parce que nos pays africains avaient eu à traverser des périodes de faillite. Vous vous rappelez, les années 88, 89, 90 et autres, années blanches et consorts, tous les petits pays de l'UEMOA étaient en faillite. Et c'était sérieux. À la suite, il fallait encadrer des zones. À la suite, il fallait encadrer parce que même les règles érigées par la décision de Bretton Woods, ajustements structurels et autres, n'ont pas donné des résultats vraiment probants dans le temps. D'où l'initiative d'encadrer par les directives de l'UEMOA. Donc, contrairement à ce que beaucoup croient dans ce pays, le président Talon, il est enchaîné. Il est enchaîné. Il ne peut pas faire des finances du pays ce qu'il veut. Sinon, comment comprendre que c'est lui qui a créé les AME pour les aider? Il veut bien sûr les reverser tous, mais il n'a pas pu. Nous allons peut-être trouver un autre voilà, il n'a pas pu. On reviendra parler des AME de façon particulière, puisque ce n'est pas le sujet vraiment de l'émission. Honorable Ouassagari. Il a parlé des AME. Non, ce n'est pas l'AM, puisque nous avons... Il y a Laurent qui a parlé, monsieur, quelques phrases. Je vous laisse alors quelques secondes pour brosser cet aspect avant que je vous lance sur la prochaine. Okay. Merci. Comme l'a dit Laurent Soussou, tous les députés, les 109 députés ont plaidé pour que ces AME soient reversés. Mais il lui dit, nous sommes convaincus au niveau du Parti démocrate que tous ces AME pouvaient être reversés. Parce qu'en 2008,
les Béninois qui étaient dans la même situation presque que les AME ont été tous reversés. C'est vrai, le gouvernement a tout fait pour faire des contrats, de la contractuelle de l'État. Je dis bel et bien, si le gouvernement donne une clarification, diminue les charges de l'État en diminuant les collaborateurs extérieurs, les ministres dont on ne connaît pas les salaires, qu'on nous cache au peuple, si on fait le point de ces personnes qu'on ne sait pas combien ils sont payés, il y aura des ressources qui permettront d'avoir des contrats pour ces AME. C'est possible. Vous pensez qu'il suffirait de réduire les salaires des ministres? Oui, parce qu'on ne sait pas, c'est énorme les salaires des ministres. Pour reverser autant d'AME. Même si la Cour constitutionnelle demande le salaire des ministres que le gouvernement est incapable, refuse de donner, ça veut dire que si les gens en prennent, ça serait... on se sentirait que c'est vraiment un gouffre, que ceux-là se font du beurre. Cela viendra moi ça. Et également les sociétés qu'on exonore, les grandes sociétés, surtout des sociétés qui sont proches, qui sont dans le coton, qui subissent des exonérations, qu'on les fasse payer les impôts comme les autres. Ils ont assez de ressources. Quand vous parlez de coton, vous savez quand même que ce sont des agriculteurs qui sont au bas de l'échelle. Oui, mais malheureusement, les agriculteurs sont... Je le disais, ce n'est pas le sujet, cela dit, honorable Ouassagari. Oui. Je disais tout à l'heure, honorable Comment est bien affirmé que quand on dit budget de l'État à la hausse, aujourd'hui plus de 3 000 milliards, on craint qu'il y ait une pression fiscale. L'honorable Comment bien affirmé a dit qu'il n'y aurait pas ça pour 2024. Vous étiez là, vous rassurez que 2024, vous avez étudié, vous avez le document, que 2024... Vous savez, il y a ce qu'on vote et avec ce gouvernement, ce qu'on va dans la pratique. Non, vous voulez dire que le gouvernement ferait autre chose? Oui, parce que nous sommes dans ce pays où l'année passée, en 2023, subitement par des décrets, des taxes ont été augmentées pour les taxes sur le soja, qui n'étaient pas au préalable prévues dans la loi de finances. On l'a vu dans ce pays. Donc, c'est mieux que nous, aujourd'hui, on espère. Heureusement qu'on n'est plus à un parlement monocolore. Nous sommes là pour surveiller le mode d'exécution du budget, pour contrôler le gouvernement dans l'exécution de ce budget, que le Parlement a autorisé, on l'a mis dans ses mains pour pouvoir améliorer les conditions. Nous espérons quand même que cette fois-ci, comme il a un autre regard, qui peut dire, voilà ce qui est prévu. Je pense en ce moment qu'on va suivre, et dans un an, nous allons encore revenir ici pour faire le bilan de l'exécution de ce budget. Mais en même temps, il y aura des séries de questions au gouvernement pour essayer de nous clarifier à chaque instant. Mais nous espérons, nous comptons bien que le gouvernement fera tout parce que la misère devient de plus en plus ambiante, qu'il n'y ait pas assez de pression fiscale. C'est bien ce que l'honorable Réginald a dit, et c'est ce que tous les gouvernements disent. Mais parfois, mais malheureusement, dans la pratique, parfois on voit qu'on met la pression sur la catégorie la plus pauvre, qu'on presse de payer les impôts, et les grands, les riches, eux, ils sont plus ou moins épaillés. Au lieu de lutter contre la pauvreté, on cherche à lutter contre les pauvres. Honorable Sossou, honorable Ouassagari semble être un peu dubitatif. C'est son droit le plus absolu d'être dubitatif. Il est d'un parti de l'opposition et donc c'est à bon droit qu'il ait cette posture-là. Mais nous, par le passé, nous avons occupé sa position, c'est-à-dire on a été dans une opposition contre un gouvernement dont le chef est aujourd'hui le leader charismatique. Et je ne pense pas que sous le président Boni Yayi au Bénin, le chômage était à zéro. D'ailleurs, il n'y en a aucun pays au monde où le chômage est à zéro. Donc dire qu'en 2008, tous les Béninois étaient reversés dans la fonction publique, je pense quand même que c'est trop dire. Le problème du chômage est mondial. Aujourd'hui, j'ai dit, les 109 députés ont amendé, ont plaidé pour que tous les AME soient reversés. C'est dans la limite des ressources que le gouvernement met en œuvre cet amendement-là. Et ils ont dit, pour ne pas faire des annonces, pour plaire et ne pas pouvoir mettre en œuvre, on s'en tient d'abord à ce qui est écrit, mais la suite, progressivement, dans la mesure de mobilisation des ressources, sera...
prises en compte. Je voudrais dire que pour élargir la base des recettes de l'État, comme l'a dit le rapporteur, il n'y a pas un impôt nouveau que l'honorable Ouassangari nous cite. Si impôt nouveau il y a dans le Code général des impôts, qu'il nous cite, qu'il en cite un. Il n'y a pas eu une augmentation du taux des impôts existants, c'est-à-dire les impôts qui existaient, il n'y a pas eu une révision à la hausse d'un taux d'impôt. Il n'y a pas eu de création d'un nouveau impôt ou taxe, ou une nouvelle taxe. Alors, au contraire, on a élargi les exonérations. Il y a eu des parties dans le Code général des impôts où, sur le foncier, par exemple, on a fait exonérer les citoyens des amendes et pénalités qu'ils devaient payer s'ils n'allaient pas payer à temps ou ceux qui ont des arriérés à payer. Et le gouvernement a accédé à cet amendement-là pour dire, bon, c'est lui qui, durant toute l'année 2024, va payer ses arriérés d'impôts sur le foncier du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre, même s'il le paye à compte-gouttes, il ne va plus payer d'amende, de majoration, de pénalité. Et c'est une proposition du groupe parlementaire Les Démocrates. Le gouvernement a accédé à cela. Donc, il ne s'agit pas de parlement monocolore, comme il disait. Mais heureusement, maintenant, le parlement est tricolore, comme le drapeau du Bénin. Et par analogie, vous savez, l'Union progressiste, le renouveau, c'est le jaune qui les caractérise. Le bloc républicain, c'est le vert qui nous caractérise. Les LD ont choisi le feu, la flamme, c'est le rouge. Tout le Bénin est représenté dans notre hémicycle aujourd'hui. Donc, plus personne ne dira, c'est les autres qui ont fait. Et j'ai dit, c'est le lieu de témoigner que les démocrates ont adopté le rapport général du budget de l'État en commission avec les deux autres groupes parlementaires. Le rapport général a été adopté à l'unanimité. C'est dire quoi? C'est dire que dans la Chambre, le groupe parlementaire Les Démocrates a reconnu que tels les amendements sont pris en compte, c'est déjà bon. Et maintenant, quand on sort au dehors, vous voulez parler de la plénière où le groupe a voté contre? Il y a maintenant les caméras où on veut montrer au peuple ce vote de principe pour dire c'est parce que nous sommes de l'opposition qu'il faut voter contre. Le peuple ne comprend pas que dans l'antichambre, ils avaient applaudi on va pas faire ici à haute main. Non, c'est le mieux de le dire. Ce n'est pas un procès. Non, ce n'est pas un procès. Non, on va en parler. Vous parlez du processus. Vous parlez du processus de l'examen. Et c'est important de le ressortir. La réalisation me souffle déjà que nous allons finir cette émission. Honorable Moubiafile, vous avez écouté au-delà du doute exprimé par l'honorable Ouassangari parce qu'il quand même dit quelque chose qu'il faut suffisamment quand même, il faut relever si on entend, ce n'était pas, quand on dit qu'en cours d'année, il y a des choses nouvelles qui n'existaient pas, qui ont été créées. Je vous laisse réagir rapidement. Est-ce que c'est faisable? Oui, je dirais tout. Merci, monsieur le journaliste, encore une fois. D'abord, je vais dire ceci. Le groupe parlementaire, les démocrates, a émis 7 amendements au total. 7 amendements. J'ai dit au début que l'amendement, c'est le moyen que nous avons pour exprimer nos désaccords. Ça voudra dire que le groupe parlementaire a examiné, après examen du projet de loi de finances, a formulé 7 désaccords. Ok, on est d'accord. Sur les 7 amendements, je vous dis ceci, que 4 ont reçu un avis favorable du gouvernement, donc largement au-dessus de la moyenne. 4 sur 7. Les 3 autres ont été réservés. Donc les 3 ont reçu un avis réservé pour études. Donc il n'y a même pas de rejet pour études complémentaires. Donc je fais le point. Le groupe Les Démocrates a formulé 7 amendements. 4 ont reçu avis favorable. 3 ont reçu un avis réservé. Aucun amendement des démocrates n'a fait objet de rejet. Aucun amendement des démocrates. Maintenant, lorsque les désaccords nous amènent à formuler des amendements et que ces derniers sont levés, ces derniers n'ont pas reçu opposition ou résistance du gouvernement,
Ça veut dire que les bases même, les mobiles des désaccords ont disparu, ont cédé. Et par conséquent, ces désaccords même ne devraient plus exister. Donc ces désaccords, une fois solutionnés, devaient laisser la place à une certaine acceptation, à un certain accord par rapport aux documents, puisque tout ce que vous avez dit, trouvé de négatif, a été pris en compte, a été réglé correctement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour dire que le vote des démocrates, tel que ça s'est passé, ne répond ni à la raison, ni à la logique. On est d'accord? Ils n'ont pas voté contre parce qu'ils ne sont pas contre le document. Tout ce qu'ils ont relevé comme désaccord ont été, ce qu'ils ont relevé comme désaccord a été plutôt solutionné. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que nous sommes en politique et nous avons tous fait nos parcours. Quand c'est ainsi, il faut rechercher la cause. Ça veut dire forcément qu'il y a une télécommande. On ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Maintenant, concernant la mise en œuvre même de la loi de finances et l'exécution du budget. Est-ce qu'il y a possibilité qu'en cours d'année, qu'il y ait de nouvelles choses qui apparaissent? Il y a possibilité. Il y a des possibilités. Et ceci est bien prévu par la loi organique relative aux lois de finances. Il y a possibilité. Il y a ce que nous appelons par exemple les lois de finances rectificatives. Il y a par exemple en matière de recettes que c'est permis que le ministre des Finances prenne des décrets pour autoriser la perception d'un certain nombre de taxes en cours d'année. Donc c'est autorisé, ce n'est pas du tout illégal ou anticonstitutionnel. Il y a par exemple que le chef de l'État a le pouvoir, il a été sous pouvoir de la Constitution, de procéder par exemple au report de crédit en cours d'année, au report de crédit antérieur sur le budget de la gestion en cours. C'est autorisé. Donc rien n'a été fait qui ne soit autorisé. Est-ce que vous voyez? En matière de finances publiques en général, quand il y a les règles, il y a toujours les dérogations. Quand il y a les règles, il y a les dérogations. Donc les dérogations en elles-mêmes sont légales. Les dérogations sont légales parce que prévues ainsi. Honorable Sagari, j'imagine que vous allez réagir par rapport à tout ce qu'on a dit. Vous avez voté en commission, mais en plénière, vous avez rejeté, alors que tous vos amendements ont été pris en compte, pour ne pas dire 4 prises en compte et 3 réservés. Et comme on l'avait dit ici, avant de faire un amendement, il y a des amendements, si vous le faites, il faut prévoir où est-ce que l'État va trouver des ressources. Donc, il y a d'autres que vous avez carrément laissé. Il faut laisser parce qu'on sait dans la mesure. Demander le reversement de plus de 30 000 AEB, on sait qu'on va demander où se trouve, de trouver les ressources pour l'État. Mais je tiens à préciser une chose. Au groupe parlementaire des démocrates, nous sommes réalistes et nous ne faisons pas la politique politicienne. Nous sommes conscients qu'on a fait des amendements qui ont été pris en compte par le gouvernement. C'est pour ça, au niveau du rapport, au niveau des rapports spéciaux, on a donné notre quitus. Au niveau des rapports, parce que par rapport à ce que le gouvernement nous a présenté, et par rapport à quelques amendements, on a pris. Mais dans le document général qui est venu en plénière, on ne s'y retrouve pas. Parce qu'il y a beaucoup de corrections qu'on aurait souhaité que le gouvernement fasse. Voulez-vous dire qu'entre les commissions et la plénière, oui, quelqu'un reste quelque part, il y a modifié les amendements. Vous savez, les amendements ne modifient pas substantiellement le projet de budget. C'est pour ça que vous allez voir, contrairement aux autres lois, si le budget rentre en serviette, le budget sort en serviette seulement, la serviette peut changer de couleur. Alors que si c'est les autres lois, si ça rentre en serviette, ça peut sortir en aguada, comme ce que porte mon collègue régional Koumagbel Fédé. Donc ça vous dit que si on reconnaît l'effort du gouvernement, c'est pour ça qu'on a voté à l'unanimité le rapport en commission, mais on dit, on veut pousser le gouvernement à faire mieux, à tenir compte réellement, à s'améliorer pour que peut-être l'année prochaine, si on estime que le gouvernement fait plus que ce qu'on aurait souhaité, pourquoi? Nous sommes malheureusement à la fin, nous allons faire un dernier tour de table. Honorable Sossou, vous avez brûlé des patients de placer un mot. En plus de ça, je vais vous demander, si vous savez que le gouvernement pouvait se passer de vous, pas se passer de vous, si en tant que vous rejetiez l'Assemblée nationale dans son ensemble, rejetait son projet de loi, il peut mettre le projet de loi à exécution par ordonnance, ne pensez-vous pas que finalement c'était une formalité, tout ce que vous avez fait jusque-là?
dont on pouvait se passer, dans le gouvernement pouvait se passer. Rapidement, en quelques secondes. Ce n'est pas une formalité, d'autant que le projet tel qu'entré dans l'hémicycle n'est pas ressorti de la même manière. Ça, ce n'est pas une formalité. À l'ordonnance, il n'y aurait pas ces modifications-là. Il n'y aurait pas les amendements. Il n'y aurait pas les amendements, il n'y aurait pas le regard. Vous avez vu, c'est-à-dire on a parlé des AME comme si le budget était autour seulement des AME. Vous avez vu que des amendements, quand on a rencontré les différentes couches à travers les audiences publiques, la Chambre de l'agriculture était là par exemple. Les semences améliorées seront subventionnées par l'État. Dans ce budget-là, ça c'est au profit des agriculteurs. Vous avez aujourd'hui quand même une flotte d'industrie à Glodjigbe aujourd'hui qui est en train de créer tous les jours les emplois. Je ne sais pas si les gens font attention, vous allez à Carrefour Glodjigbe entre 6h30 et 8h, c'est un bouchon terrible. Ça veut dire que cette zone aujourd'hui absorbe nos frères, nos jeunes pour l'emploi. Et toutes ces industries-là vont créer de la richesse qui viendront bomber la recette générale qu'annonçait le rapporteur Réginald Koumagbe affilé. Donc aucun secteur, les infrastructures par exemple, mon ami est content que la route des 2KP sera bitumée en 2024 et il avait été mis au défi de ne pas voter contre. Mais malheureusement, il a voté contre, mais la route sera réalisée. Malheureusement, on ne pourra plus aller. Il y a d'autres routes également. Donc, c'est pour dire, si nous avons étudié, c'est pour apporter des corrections et adapter les besoins des populations à ce que le projet a apporté à l'entrée. Donc, et puis, secondo, l'adoption par ordonnance, si le Parlement rejetait, ne rend pas l'État béninois crédible vis-à-vis de la communauté internationale ou des partenaires. Parce que l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale qui est contre-pouvoir. Et quand le budget de l'État est adopté par l'Assemblée nationale, cela crédibilise le gouvernement aux yeux des partenaires. À aller chercher des fonds aussi, on a recommandé en 2 mots pour finir. D'abord, je vais dire ceci. Dans aucun pays, les salaires politiques ne traînent dans les rues. Non. Une personnalité reste une personnalité. J'ai fait le régime Kérékou. Le salaire des ministres et celui du président n'étaient pas connus, ce n'était pas dans la rue. J'ai fait le régime Yaïboni où j'ai occupé même beaucoup de hautes fonctions. Les salaires n'étaient pas dans la rue. Et pourquoi? Ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons tous le regard braqué sur les salaires des autorités. Ce n'était pas le sujet. Non, je sais, mais dans aucun pays, il faut que cela soit quand même relevé. Une personnalité reste une personnalité, une autorité est une autorité. Et la réduction de leur salaire ne pourra jamais permettre de reverser les AME. Est-ce que maintenant, pour revenir à la question, je voudrais relever une chose. Vous savez, on dit ceci, lorsque le député ou le groupe parlementaire formule une proposition de loi qui entraîne une augmentation de charges ou une diminution des recettes, il faut en même temps qu'il propose les ressources pour, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on est en phase d'étude de la loi de finances, cette règle connaît naturellement un assouplissement. Parce que là, nous sommes en phase que de prévision. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui prétexter de ça, comme le fait mon cher ami le démocrate, pour dire que c'est pour ça qu'on n'a pas formulé d'autres amendements. Non, puisque là, on est encore en phase de prévision. Et on peut faire des propositions sur des amendements sans chercher, mais prévoir juste les rubriques de recettes à diminuer. Voici, la preuve est que pour la Sénat, il a été amendé par exemple qu'une provision soit faite pour les élections générales de 2026 pour que le budget de 2026 ne porte pas seul le poids des élections. Et le gouvernement a accepté favorablement que 2024 dégage déjà 2 milliards. Donc en 2024, on va faire une provision de 2 milliards en 2024. Or, ce n'était pas dans le document. En prévision des élections. Ça veut dire que les démocrates pouvaient clairement
fait les amendements, fait les autres amendements de l'histoire de parler et que ça aurait réussi et que favorable au gouvernement. Merci honorable Koumangbe Afide. Je finis avec l'honorable Ouassagari qui va vouloir répondre à tout le monde. Je vais les exhorter. Nous avons largement dépassé le temps qui est imparti à cette émission. Nous allons conclure en 2 mots. Ok, merci. J'aimerais dire que pendant le régime qui est recours, on connaissait le salaire des ministres, au moins de 600 000. Pendant le régime, on connaissait le salaire. Il y a un décret qui fixait le salaire des ministres qui faisait 1 200 000. Que le président, bizarrement le président de l'UPR avait publié lorsqu'il était nommé en 2016 ministre des Finances, il avait monté sa fiche de paie, 1 200 000. Mais après, on ne sait plus quel décret régit le salaire des ministres aujourd'hui. Et aussi, j'aimerais aussi profiter pour dire, c'est vrai que lors des travaux en plénière, j'ai un collègue qui disait qu'il mettait les députés des 2KP à voter pour ou contre le budget. Mais j'aimerais préciser également que lors des travaux en commission, ce député n'était pas présent. Et c'est grâce aux amendements que j'ai eu à faire que la route des 2KP a été prise en compte. La route de Kota, Natengo, Kondé a été prise. Et on a promis de prendre en compte Kondé, Péonko. Là, ça, c'est mes amendements. C'est aussi au mérite du gouvernement de l'avoir accepté. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que le gouvernement a cédé à ces amendements parce que j'étais là, j'ai été présent aux travaux et j'ai fait les amendements. Mais lui, il n'était pas là. Et en fin de compte, non, je vous dis, le Parlement, c'est le Parlement. Le Parlement, c'est le Parlement. Et je tiens, si mon collègue l'a dit, c'est toujours mieux que dans les documents que donne le gouvernement à la recherche de financement, il y a toujours souvent l'autorisation des députés. Ça donne de la crédibilité. Et comme je l'ai répété, nous sommes tous là pour le développement du pays. Honorable Ouassagari, Biosika Abdel Kamel, merci à vous, député du Parti des démocrates, du groupe parlementaire des démocrates. Honorable Soso Kazimi, merci à vous aussi, député du Bloc républicain. Honorable Koumangbe Afide Dodi Koko Original, merci d'avoir fait cet exercice avec nous. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro de Entre parlementaires. Nous étions en train d'examiner les enjeux que représente l'examen de la loi de finances pour cette représentation nationale. Vous l'auriez compris. Oui, le président de la République, si c'était rejeté par l'Assemblée nationale, pourrait mettre cette loi à exécution par ordonnance, mais en termes de crédibilité, il restera à dire. Merci de votre aimable attention. Le programme se poursuit sur Télévision Hémicycle.